Bienvenue dans The Big Shift, Yvan. Merci, bonjour. Est-ce qu'une banque peut être éthique ? C'est la promesse de l'ANEF. C'est une coopérative financière qui choisit ses projets en fonction de leur impact social, écologique et pas uniquement de leur rentabilité. Concrètement, comment ça marche ? Qui décide ? C'est quoi une coopérative bancaire ? Comment est-ce qu'on évalue un projet éthique ? Qui peut dire ce projet est éthique et ce projet ne l'est pas ? Est-ce qu'on prend plus de risques quand on refuse de financer des activités qui sont peut-être un peu plus polluantes mais plus lucratives ? Est-ce que polluantes ou même moins socialement engagées ? Et surtout, est-ce que ce modèle peut tenir face au modèle géant de l'industrie bancaire ultra concentré ? Voilà, aujourd'hui, mon invité, c'est Yvan Chaleil. T'es le président de la NEF. T'as commencé comme commercial à la NEF en 2005, donc il y a 20 ans. Oui, tu fêtes tes 20 ans cette année, là ? C'est ça, ouais. Tu connais les codes du monde bancaire et t'as choisi de faire un pas de côté. Donc on va parler de critères de financement, de modèles économiques, de tensions entre la valeur et la viabilité, de ce que ça change, parfois de mettre la finance au service d'autres intérêts. Écoutez, bienvenue dans The Big Shift et je vous souhaite un très bon épisode avec Yvan Chaleil. Yvan, t'es président du coup d'une banque éthique, t'as commencé comme commercial. Est-ce que tu savais que t'allais passer 20 ans à la NEF quand tu t'es lancé ? Je suis rentré même en stage, j'avais une expérience pro avant, mais j'ai refait des études et fait un stage ensuite à la NEF et ça me paraissait tellement être un ovni que je me suis laissé une quinzaine de jours en me disant est-ce que c'est vraiment vrai ? Tout ce qui a l'air d'être raconté, tout ce qui a l'air d'exister avec cette banque ou pas. Et en fait, au bout de même pas 15 jours, au bout d'une semaine, j'avais compris que j'étais au bureau de Paris à l'époque, donc on n'était que 4. Et j'ai compris très rapidement que j'avais affaire à des gens hyper engagés, qui faisaient des choses hyper chouettes. Ouais. Et voilà, je me suis dit, en fait, c'est là que je veux bosser, quoi. On parlait pas du tout de greenwashing en plus en 2005, le terme n'existait pas, je pense. Donc ça veut dire que toi, quand tu te posais cette question... est-ce que c'est du vent ou pas ? Tu te disais, est-ce que c'est de la com et ils font comme les autres, c'est ça ? Ou oui. Qu'est-ce que tu te disais ? Disons qu'en fait, j'avais donc dans tout mon parcours et même depuis que je pense à peine majeur, j'aime bien cette idée de finance et j'aime bien la notion aussi de solidarité. Et donc l'idée de lier les deux est fortement ancrée chez moi, mais c'est pas effectivement dans le paysage bancaire ou financier français que ça existait. Et j'ai eu une expérience au Mali où j'ai vu une banque malienne de solidarité où j'ai pu travailler en tant que chargé de crédit là-bas. Et là, ça m'a vraiment beaucoup plu. Je me suis dit, mais je suis pas convaincu que ça existe en France, en fait. Et donc, il y avait des alternatives type ADI ou des choses comme ça qui sont plutôt pour les exclus du monde bancaire. Mm-hmm. Mais la question, c'était, est-ce qu'il y a vraiment le monde bancaire capable de faire de la solidarité ? Et en fait, effectivement, il n'y a que la NEF. Donc, j'avais un peu de mal à y croire, même si j'espérais. Et ça s'est avéré être vraiment un super choix. Et tu avais déjà cette ambition de te dire que tu allais gravir les échelons de commercial jusqu'à président du directoire aujourd'hui. Comment est-ce que tu as vécu en fait ces 20 années de saut de puce ? Alors déjà, j'avais pas du tout cette ambition-là, ça c'est très clair. Je pense que quand on a 20 et quelques années, en tout cas, je ne me posais pas la question de quelle carrière j'allais faire. Ouais. Par contre, j'avais vraiment envie de durer et je me suis vite dit que surtout, j'avais envie de bosser dans la finance, mais une fois qu'on a connu la NEF et son côté assez exemplaire et assez radical dans le sens noble du terme, c'est très vite qu'on se dit ça ferme un peu toutes les autres portes. C'est-à-dire qu'après, il faut aller faire vraiment autre chose. Il faut aller élever des chevaux, quoi. Enfin, je veux dire, c'est plus du tout le monde financier ou le monde bancaire qu'on peut attraper une fois qu'on a été à la NEF, parce qu'on aura forcément moins de valeur et moins d'éthique. Donc non, j'espérais pas spécialement de choses particulières, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, quand je suis arrivé en 2005, c'était une autre NEF. Il y avait peut-être 25 salariés, on avait un bilan qui devait faire, 20 fois moins que ce qu'il est aujourd'hui. On avait quelques dizaines de milliers de sociétaires, à peine de clients. Enfin voilà, donc c'était un autre univers. Et moi, j'ai gravi les échelons, mais j'ai surtout vu mon entreprise vraiment changer, ma coopérative complètement se transformer. Donc j'ai eu plusieurs vies professionnelles, mais dans une entreprise qui, pour moi, a vécu elle-même plusieurs transformations assez importantes, quoi. Je me suis pas ennuyé. Ouais, en fait, tu as vécu presque le mode start-up de la NEF jusqu'au mode entreprise
à taille, à grosse taille. Vous avez combien de salariés aujourd'hui? Alors, on est 130, donc pour nous, c'est très important. Et pour une coopérative, ça commence à être important. Mais c'est vrai que quand on se compare dans certains milieux de l'ESS, ils disent « Ah oui, la nef, c'est les gros », entre guillemets. Et dès qu'on va dans le monde un peu bancaire, on n'est même pas les petits, on est la micro-poussière. On est 2600 fois plus petit que la plus grande banque française. Voilà. Ouais. En termes de bilan, en termes de bilan, oui. Effectivement, ça remet les choses en place. C'est ça. Mais l'image qu'on a, tu vois, 2600 fois plus gros, c'est monumental. Je pense que c'est une image collective, c'est pas que moi, mais c'est celle du banquier qui est ultra rationnel, qui regarde son tableau, son bilan et qui est ultra orienté cash, à la fois court terme, mais aussi parfois un peu plus moyen-long terme. Est-ce que tu penses que c'est possible d'être à la fois banquier, à la fois idéaliste? Est-ce que les deux métiers correspondent? Alors, une petite pirouette pour répondre à ta question. Quand on a été, c'était il y a 3 ou 4 ans avec le président de l'époque et moi j'étais directeur général, on a été à la Banque de France, en gros, donc ceux qui nous régulent, ceux qui nous supervisent, ceux qui disent oui ou non, vous pouvez être une banque en France. Ils nous avaient qualifiés d'entrepreneurs optimistes. Ok. Bon, c'était pas forcément un compliment dans leur banquier non plus, quoi. Dans leur bouche, mais c'était pas banquier non plus. Mais on avait revendiqué ça. On les avait même remerciés du terme en disant bah effectivement, quand on est dans une coopérative de 100 personnes et qu'on veut faire de la banque, on est avant tout dans une PME en fait. C'est avant tout ça notre projet. Après, il y a toute la régulation bancaire et tout cela, mais on était avant tout des petits acteurs qui avaient envie de faire quelque chose. Et donc, une fois qu'on est un entrepreneur, si on n'a pas un petit peu d'idéal, pour répondre à ta question, ça fonctionne pas. Donc, banquier idéaliste, en tout cas, à la nef, on s'efforce de l'être. Et il y a beaucoup de forces qui nous ramènent vers le conformisme au quotidien, tout le temps. Mais du coup, notre objectif, c'est de se confronter à ça et de proposer quand même des alternatives. Intéressant. Je pense qu'on y reviendra un peu dans vos dilemmes peut-être un peu plus tard. C'est quoi ton rôle au quotidien? C'est quoi le président d'une coopérative bancaire, le président d'une banque? Qu'est-ce que tu fais tous les jours? Donc là aujourd'hui, t'es venu me voir à Paris, mais t'as évidemment 4 autres rendez-vous dans la journée. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans ta journée? Alors déjà, quand on est une banque non parisienne, effectivement, il y a quelques voyages mensuels à Paris. Quoi qu'on dise, on a beau être fier d'être lyonnais, on a effectivement beaucoup de rendez-vous importants qui se passent à Paris. Bah en fait, si on voit le verre à moitié vide, c'est éteindre un peu tous les feux qui sont allumés en permanence dans une boîte de 130 personnes qui est en forte croissance et qui est très régulée par le monde bancaire. Et donc, il y a des sujets de ressources humaines, d'outils, d'informatique, d'organisation, de produits et services, de clients contents ou pas contents. On a ça un peu au quotidien. Et quand on est dans une petite entreprise, le président, il met la main à la pâte. Il n'est pas dans sa tour d'ivoire, il est clairement aussi dans l'opérationnel. Voilà, ça c'est un des éléments importants. Mais c'est vrai que ce qui, moi, me plaît aussi beaucoup et ce que l'on fait là aussi, c'est de se tourner vers l'extérieur. Ça, c'est vraiment un rôle très important. De faire connaître la nef, de faire entendre la voix d'une finance éthique, donc d'une finance différente. Voilà, d'être présent au monde qui nous entoure. Et ça, c'est vrai que c'est aussi un de mes rôles permanents. Donc, il y a un côté très interne à faire fonctionner l'outil. Et aussi de se tourner vers l'extérieur pour que la nef soit plus connue, pour que la finance éthique et qu'une banque éthique soit beaucoup plus valorisée et comprise dans la société française. Et toi, qu'est-ce que tu préfères du coup entre ces deux rôles au quotidien? Joker, non, mais moi j'adore le lien de ressources humaines. Donc de fait, une entreprise, c'est beaucoup de ressources humaines en permanence. Donc j'aime bien être dans l'interne à cet endroit-là. Mais c'est vrai que se projeter aussi sur l'extérieur, sur l'international, sur les autres banques éthiques qui existent, sur ce qu'on pourrait faire, sur les difficultés qu'on doit collectivement essayer de mener, auxquelles il faut répondre. Ça, c'est vrai que c'est quand même super chouette. Tu dis donc porter un message de finance éthique, de banque éthique. Qu'est-ce que c'est une banque éthique? Et à côté de ça, est-ce que ça veut dire que les autres ne le sont pas? Si on dit t'es pas éthique, est-ce que ça veut dire qu'on est mafieux? Est-ce que ça veut dire qu'on fait juste du business as usual? Donc ça veut dire comme on a toujours fait sans se remettre en question. C'est quoi la différence? Alors,
On a l'avantage en Europe d'avoir une fédération européenne des banques éthiques et alternatives qui a été fondée par une quinzaine d'acteurs bancaires européens dont on fait partie et qui a une charte et qui définit ce que c'est que la finance éthique. Et ça permet de s'y relier pour savoir pourquoi nous on y est et pour répondre à ta question, qu'est-ce qui fait que les autres n'y sont pas. Et déjà, début de réponse, c'est pas blanc ou noir, puisqu'il y a ceux qui sont dans la finance éthique, il y a ceux qui sont dans le business as usual et qui n'ont pas grand-chose à faire de ce qui se passe dans la société, mais il y a aussi pas mal d'acteurs qui cogitent un petit peu, qui sont un petit peu au milieu, qui ont sur certains aspects une envie de faire un peu plus d'éthique, mais qui sont parfois tiraillés, parfois liés au conformisme dont je parlais tout à l'heure. Mais donc une banque éthique, la finance éthique, ça se définit sur... il y a 4 piliers, donc c'est assez clair. Le premier, c'est l'idée de circuit court de l'argent. C'est-à-dire que je peux parler à ma grand-mère et lui expliquer le bilan bancaire de la NEF ou de n'importe quelle banque éthique, elle le comprendra, même si elle n'a jamais fait de finance et même si elle ne comprend rien aux banques. Il y a des dépôts, il y a de la trésorerie, il y a en face des emprunts, et des prêts, et tant qu'il n'y a pas de prêts, on les garde en liquidité. C'est simple comme bonjour, transparence, c'est comme une AMAP pour le côté paysan, du producteur au consommateur sans intermédiaire. Circuit court. Ce qui va avec ce circuit court, le deuxième pilier, c'est la transparence dans les financements. C'est-à-dire qu'on édite chaque année la liste des prêts qu'on fait. Il y a une carto sur notre site internet. C'est de dire vraiment l'argent que vous nous avez confié, c'est pas notre argent, c'est le vôtre. L'argent que vous nous avez confié, il a servi à faire tel et tel et tel projet et rien d'autre. Donc la transparence qui est vraiment une marque de fabrique. Le troisième aspect qui va aussi avec les deux autres, troisième pilier, c'est vraiment cette notion d'exclusivité. C'est-à-dire que quand on dit qu'on fait, comme tu l'as dit en intro, on fait des projets écologiques, sociaux et culturels, c'est pas 1% de notre activité et le reste, c'est de l'activité plus lucrative ou plus classique. C'est 100% de notre activité qui est tournée vers ce type de projet. Et le quatrième pilier, qui est pas du tout le moins important, qui est même un peu supra de tout ça, c'est ce côté coopératif et cette vie coopérative dynamique. C'est pas seulement le fait d'être une coopérative, d'être une mutuelle, comme il y en a des centaines ou des milliers en France, c'est d'être une coopérative dynamique et démocratique, et donc où les sociétaires de notre coopérative ont un vrai rôle à jouer dans le quotidien de leur coopérative, mais aussi dans les grandes décisions de long terme. Et bien, quand vous ajoutez ces 4 piliers-là, vous vous rendez compte que, par exemple, la NEF, ça marche, et que les autres banques ou les autres institutions financières, elles n'ont soit aucun des 4, soit qu'une toute petite partie des 4. Et voilà, et c'est ça qui définit vraiment Qui a défini ces 4 piliers de la finance? Du coup, c'est ces fameux 15 acteurs européens dont tu parlais? C'est bien cette Fédération européenne des banques éthiques et alternatives. Là, comme je les ai repris, c'est ce que moi j'exprime comme étant vraiment les 4 piliers. Eux, ils décrivent les choses un tout petit peu différemment, mais c'est vraiment cette charte de la Fédération européenne des banques éthiques qui le définit. Il y en a d'autres des équivalents NEF. Aujourd'hui, en France, il n'y en a pas. Est-ce que dans d'autres pays européens, il y en a qui sont assez similaires à ce que vous proposez? Oui, il y a une trentaine d'acteurs dans toute l'Europe. Et il y en a en Allemagne, en Italie, en Suisse, en Espagne. Il y en a tout autour de nous, en Belgique. Il y en a certains qui sont 10 fois plus gros que nous, d'autres qui sont 10 fois plus petits. Enfin voilà, il y a vraiment toutes les tailles en fonction aussi Mais du coup, c'est vrai que ça reste du coup un bon chemin à viser quand on voit qu'il y en a déjà des 10 fois plus gros que vous qui existent et qui fonctionnent. J'imagine que ça donne de l'espoir de se dire ça aussi, ça peut être notre chemin, quoi. Tout à fait. Et c'est surtout une façon d'avoir des pairs avec qui discuter. Parce que c'est vrai que quand on discute avec un des 6 grands groupes bancaires français, il n'a pas du tout les mêmes problématiques et les mêmes envies que la NEF. Là où quand on discute avec un pair suisse, italien ou belge... C'est les Italiens, non, les plus gros c'est les Allemands les plus gros. Ensuite, des Italiens et des Suisses. Et après, nous, on arrive à peu près en 4e. Et voilà, et donc là, c'est vraiment, soit ils sont un peu plus gros, ils sont passés par les mêmes problématiques que nous, et c'est intéressant de voir comment ils les ont résolues, même si tout n'est pas exactement pareil selon les pays. Et nous, parfois, on a trouvé des réponses à des sujets qu'ils ont, donc il y a vraiment beaucoup de coopération à cet endroit-là. J'aimerais qu'on se pose un peu la question de savoir comment est-ce que, du coup, là, on a vu un peu le côté macro, qu'est-ce que c'est que, en gros, une finance éthique, une banque éthique, mais du coup, pour que la banque soit éthique, globalement, ça veut dire qu'il faut qu'elle finance des projets qui le sont. Donc, c'est pas uniquement juste... je suis transparent, je dis ce que je fais de mon argent, j'ai des dépôts, j'ai des prêts et tout le monde voit un peu ce qui se passe. C'est aussi à quoi je l'utilise, mon argent. Comment est-ce que vous choisissez les projets que vous financez? C'est quoi vos critères? Et là, j'aimerais bien avoir ton avis, pas de président du directoire, mais plutôt ton avis de commercial qui a sillonné les routes et qui allait regarder les différents projets à financer. Ok. Alors déjà, juste pour aller dans le sens de ta première intervention, effectivement, pour qu'une banque éthique existe, il faut des épargnants qui sont
un peu militants ou conscients, et effectivement des porteurs de projets qui ont envie de faire quelque chose de leur entreprise et pas seulement du bénéfice. Et effectivement, c'est comme ça que ça peut fonctionner. Et la nef, comme les banques éthiques, ne sont qu'un outil pour faire ce lien-là. Donc ensuite, comment ça se... Alors, il n'y a pas de réponse très claire, très affirmée sur le sujet, au risque de décevoir certains. Il n'y a pas de scoring chez nous, par exemple. Et j'ai dit un peu de façon pompeuse que tant que je serai aux manettes, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas de scoring. Moi vivant. Voilà, c'est un peu ça. Je le dis pas comme ça, mais c'est un peu ça. Parce que moi, ce que j'ai vu, et donc quand je suis arrivé à la nef, et ce qui m'a beaucoup plu, c'est cette idée. On a une charte sur les financements, mais à ma grande surprise quand moi je suis arrivé, c'est qu'en fait cette charte-là, ou cette aide aux critères éthiques, elle pose pas de dogme, elle pose juste des questions. Et donc la question c'était les questions c'était quand vous avez rencontré le porteur de projet, est-ce que finalement vous avez ressenti de la confiance dans l'échange? Est-ce que vous avez senti de la réciprocité dans les éléments que vous avez pu échanger avec lui? Est-ce que l'adéquation entre la personne et son projet vous a paru juste ou finalement il faisait ça ou elle faisait ça peut-être juste parce qu'on lui avait dit c'est bien ou parce qu'il y avait de l'argent à se faire, mais pas vraiment de profondeur dans la chose. Finalement, c'est une série de, d'une dizaine ou d'une douzaine de questions à laquelle évidemment quand même on mettait les macro-critères dans lesquels on intervenait pour qu'on aide quand même un jeune commercial comme moi, par exemple, qu'on aide quand même à comprendre où est-ce qu'on allait en disant on fait du commerce équitable, on fait plutôt de l'agriculture biologique, on fait des cafés coopératifs, on fait de l'insertion par l'activité, on soutient le handicap. Enfin voilà, il y avait évidemment ces macro-secteurs, mais ensuite c'était surtout des questions. Et donc ce que moi j'aime beaucoup, ça répond à ta question, c'est que finalement moi j'aime cette idée de subjectivité dans la rencontre entre un banquier itinérant, donc un commercial de la nef, et le porteur de projet ou la porteuse de projet. C'est pour ça qu'on va systématiquement voir tous les projets. C'est pour ça qu'on va voir les projets sur le lieu du projet et c'est pas nous qui les recevons dans notre bureau, parce que finalement le dossier papier c'est bien, mais il faut aussi la rencontre physique. Et sur le lieu de travail, c'est sur le lieu de l'entreprise, c'est encore mieux. Et c'est finalement toute cette rencontre, tous ces éléments qui vont nous permettre de juger de l'éligibilité éthique du projet. Et si c'est le cas, ensuite, on regarde les aspects financiers. Et là, on finance ou on finance pas avec une approche risque, comme ont d'autres banques, alors avec des différences par rapport à d'autres banques. Mais voilà, il y a vraiment cette idée d'abord du critère d'éligibilité. Et l'éligibilité, elle se fait vraiment par rapport à la rencontre. Et il y a quand même quelque chose qui nous aide beaucoup, en tout cas qui, moi, m'a aidé beaucoup et qui, je crois, aide beaucoup les banquiers itinérants aujourd'hui, c'est le fait qu'on est vraiment dans un écosystème qu'on a participé à créer, mais dans lequel aussi nous, on vit et on se développe. C'est que quand vous avez un magasin bio qui vient du réseau Biocop, quand vous avez un projet agricole qui vient du réseau Terre de Liens, quand vous avez un projet d'énergie renouvelable qui vient du réseau Enercop, énergie partagée, en fait, la question des critères se pose quasiment pas. Ce sont nos partenaires, on a cofondé ces structures-là, on sait ce qu'ils ont dans leur ADN. Et donc là, quand ces projets-là viennent, et c'est quand même une bonne partie des projets qui viennent de cet écosystème-là, ou du réseau VRAC, ou de Emmaüs, ou des choses comme ça, et finalement, ça nous amène à nous dire, en fait, on regarde surtout l'aspect risque, parce que l'aspect éligibilité, il est OK, quoi. Ouais. Voilà. Donc voilà, il y a de la subjectivité, mais il y a quand même beaucoup aussi d'aide du fait qu'on est dans un écosystème où beaucoup des projets nous viennent de cet écosystème. Et ça laisse énormément d'indépendance à un commercial. Ouais. Ça pourrait être quoi, du coup, les raisons de refuser un projet? Est-ce que vous avez des projets qui viennent vous voir en disant comment est-ce que finalement, j'ai l'impression que alors peut-être que je vois le mal, hein, mais j'ai l'impression que ce serait assez facile. Le greenwashing est aujourd'hui partout. C'est globalement, tu disais, un jeune commercial qui a pas des années d'expérience. Finalement, c'est assez facile de l'embobiner et lui montrer des super chiffres, de lui montrer, même si tu le rencontres chez toi, hein, de lui montrer à quel point c'est bien ce que vous êtes en train de faire. Comment est-ce que tu fais? Quel garde-fou vous avez là-dessus? Ouais. Alors, il y a deux aspects. Il y en a un où tu as tout à fait raison. Je vais revenir après. Mais le premier, je pense que j'insiste sur cette idée de nos partenaires privilégiés de l'écosystème, c'est qu'en fait, quand on discute, si tu discutes avec quelqu'un qui veut se lancer dans la bio, dans l'insertion, dans le commerce équitable, dans du développement local, ou une foncière solidaire, des choses comme ça, et en fait, quand on lui parle des différents acteurs qui existent, il les connaît pas. Ouais.
Bon, on se dit, en fait, il se lance from scratch. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, mais ça veut dire que tout ce qu'il nous raconte sur moi, je connais bien le truc, moi, je vais défoncer tout, ça va trop bien marcher, on peut clairement en douter. Et si on en doute trop, on peut clairement dire non, ou pas tout de suite, ou faites-vous accompagner, ou des choses comme ça. Là, il y a vraiment quand même un élément très, 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 très fort. Il y a des questions aussi, tout simplement, de label. Si vous voulez faire de la bio et que vous n'avez pas le label bio, voilà, ça, c'est des éléments plus objectifs. Mais sinon, vraiment, cette question en 1 heure de discussion, en général, nos banquiers itinérants, ils ont vite un truc. Et après, c'est notre avantage aussi, c'est comme on est très ancré sur les territoires, le banquier itinérant commence à avoir du réseau. Il peut aussi avoir des sociétaires de notre coopérative qui eux-mêmes sont dits actifs, en tout cas conventionnés, donc qui peuvent aussi avoir des interactions avec références, Exactement, et on leur dit, tiens, est-ce que tu connais monsieur ou madame truc, ils ont envie de s'installer à cet endroit-là, est-ce que tu penses que l'emplacement c'est bien, est-ce que il nous a dit qu'il connaissait tel et tel temps, est-ce que tu les connais? Enfin voilà, on essaye finalement, c'est un peu comme une enquête, d'avoir un faisceau d'éléments qui nous rassure sur le fait que la personne, elle est vraiment... Elle a les moyens de ses ambitions et elle est vraiment engagée dans un projet, ou bien là elle essaye un petit peu de nous enfumer, et auquel cas on va pas se laisser faire. Et en plus, l'autre avantage qu'on a, c'est qu'on a des métriques, des éléments. Quand on a financé 700 ou 800 magasins bio, ou 50 ou 60 magasins de commerce équitable, ou X cafés coopératifs. Si quelqu'un vient avec des chiffres complètement différents, exactement. Ça marche pas, Et en disant je vais être avec tel partenaire qui machin. Alors voilà, c'est là où nous c'est assez facile. Après, il y a un autre aspect où tu as un peu plus raison, c'est qu'effectivement, on a un objectif de croissance pour être un peu plus connu et reconnu et tout cela, et qu'il y ait plus d'impact sur notre activité. Et c'est vrai que cette logique d'ouverture fait qu'on doit, moi en tout cas c'est un objectif que je nous ai donné, être capable d'aider les gens à faire un premier pas. Et ça veut dire là, dans ce cas, tu as potentiellement plus d'entreprises, le tout venant, certaines qui ont peut-être une vraie ambition de faire quelque chose, mais qui jusqu'à présent étaient dans leur secteur, dans leur marché un peu étriqués et qui ont envie de changer. Et là, il faut arriver à le percevoir, mais on peut se faire escroquer, on peut nous mentir, voilà. Et c'est là où il peut y avoir des sujets où la subjectivité, le rôle du commercial peut être un peu plus mis en difficulté. Et c'est pour ça que on a cette possibilité, et moi je l'ai vécu déjà il y a 20 ans et c'est encore le cas aujourd'hui, de pouvoir discuter beaucoup avec ses pairs, de discuter avec les autres sociétaires du territoire, et de se faire, là je reprends des termes de justice, de se faire une intime conviction, et on peut quand même se tromper en fait. La subjectivité, ça veut dire le risque de se tromper, il n'y a pas de problème. Ça vous prend combien de temps un dossier par rapport à une banque classique? Il y a 2 questions. J'ai l'impression que du coup ça vous prend plus de temps, parce que du coup il y a quand même une analyse qui est plus personnalisée, entre guillemets, et à y réfléchir, je me serais presque dit, je suis pas sûr qu'une banque traditionnelle ait le droit d'enquêter comme ça, à ce point-là, sur les personnes avec qui elle va traiter. Est-ce que je me trompe complètement, ou... Alors, ce qu'il faut dire peut-être, c'est que nous, on ne fait quasiment que du prêt professionnel. Et sur le prêt professionnel, je pense que n'importe quelle banque peut, si elle a le temps, si elle prend le temps, elle a tout à fait la possibilité d'enquêter. C'est très différent sur le régime du particulier, où il y a des choses, les gens sont protégés. C'est normal, on n'a pas à aller fouiller. Sur une entreprise professionnelle qui nous demande un crédit, là, il faut on a même le devoir de réunir un maximum d'éléments pour les présenter ensuite à nos comités des risques, pour dire j'ai évalué tous les risques, et ça peut être humain, sociétal, territorial, financier, il peut y avoir plein de choses, mais il faut les avoir évalués. Je pense, pour répondre à ta question, que ça prend un petit peu plus de temps, effectivement, aussi parce qu'on n'a pas de produit standard. Ça, c'est aussi quelque chose qui fait notre différenciation, c'est que parfois on nous taxe, alors ça dépend si on le voit positivement ou négativement, mais un peu d'artisan sur le projet, et c'est le grand avantage, c'est que si quelqu'un vient nous voir et que dans une banque classique, il peut y avoir un prêt standard qui va peut-être aller très très vite à être mis en place. Mais si la personne elle a besoin de financer un peu de fonds de commerce, un peu de trésorerie, un peu de matériel, un peu de machin, la banque va lui dire oui, mais moi je finance le fonds de commerce et le matériel, il n'y a pas de problème. Mais par contre, ça et ça, je ne sais pas le financer. Donc vous avez un prêt. Voilà. Et donc on ne répond pas forcément aux besoins d'un porteur de projet. Là où nous, notre objectif, c'est de répondre aux besoins globaux du porteur de projet, donc quelque chose d'un peu plus artisanal, donc un peu plus long peut-être, mais par contre, on gagne du temps ensuite, parce que le porteur de projet, il n'est pas obligé de faire un crédit particulier ou un deuxième crédit dans une autre banque ensuite. Et je pense un autre aspect qui est vraiment important, c'est que le temps qu'on prend pour analyser un projet, je pense, nous en fait gagner ensuite quand il y a des soucis, des défaillances et des impayés, des choses comme ça, ce qui arrive dans toutes les entreprises du monde, même celles que finance l'ANEF. Et là, quand on a une bonne relation avec un porteur de projet, quand on est allé voir, quand on a bien évalué un peu tous les tenants et les aboutissants d'un projet, on a beaucoup plus de capacité à réagir
quand les choses vont un peu plus mal. Voilà. Dans l'ESS, on dit beaucoup que justement, il n'y a pas d'argent, qu'on fait avec ce qu'on a, mais qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Est-ce que c'est qu'en gros, c'est beau sur le papier, mais que c'est pas rentable, pour être dit peu crûment, quoi. Est-ce qu'il y a plus ou moins de défauts de remboursement? Est-ce que vous avez une activité qui est plus risquée qu'une banque traditionnelle parce que vous financez ces projets-là qui sont dans l'ESS et qui, a priori, seraient moins rentables que d'autres? Alors déjà, moi, c'est un peu ma marotte en ce moment, donc je vais me permettre de le dire. Dans l'ESS, il y a un peu à boire et à manger. Puisque quand on a envie d'être sur le côté institutionnel de l'ESS, on dit que c'est 2,5 millions d'emplois, 10% du PIB, parce qu'on y met la plupart des grandes surfaces qui sont sous format coopérative, on y met toutes les grandes mutuelles et on y met toutes les grandes banques coopératives. Et les grandes banques coopératives ont aucun souci d'argent, typiquement pour reprendre ce que tu évoquais. Et là où il y a une autre partie de l'ESS, qui est plutôt le monde associatif et le monde de l'innovation sociale, où là, il y a effectivement... beaucoup moins de sous et plus de difficultés, on va dire ça comme ça, et notamment depuis 1 an et demi avec les sujets budgétaires qui nous habitent. Nous, on n'estime pas qu'il y a plus de risques dans un projet d'ESS, et d'ailleurs, je crois que c'est souvent ceux qui défendent le modèle coopératif qui expliquent que les coopératives ont des viabilités supérieures qu'une entreprise classique à 3 ans et à 5 ans. Et on peut considérer le modèle coopératif comme un modèle typique de l'ESS. Donc déjà, ça, c'est une façon de prendre le contre-pied. Et nous, c'est un peu différent. C'est le fait d'accepter de prendre plus de risques. C'est-à-dire que chaque année, à la Nef, et c'est le cas dans beaucoup de banques éthiques en Europe, on finance plus de 50% des projets qu'on fait, c'est de la création d'entreprises. Et là, que tu sois dans l'ESS ou pas dans l'ESS, tu finances 50% de la création d'entreprise, tu as une chance bien supérieure d'avoir des projets qui se cassent la figure que la banque classique qui va dire bah non, ça je prends pas, moi je vais prendre les entreprises en croissance, en développement. Voilà. Donc il y a le volet ESS, mais il y a le volet surtout d'être qu'une banque éthique doit accepter de prendre le risque de financer un projet d'innovation sociale, même si innovation sociale veut dire ça n'existe pas déjà. Ouais. Donc non seulement je crée un peu en essayant de moi-même en faire un marché, un nouveau secteur. Il n'existe pas forcément secteur. Ou bien j'essaie de disrupter, comme on dit maintenant, un secteur existant très marchand en faisant quelque chose un peu différemment. Et donc ça, c'est de fait accepter de mettre une pièce sur quelque chose qui peut ne pas bien fonctionner. D'où l'importance, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir des commerciaux qui sont vraiment qui ont l'intelligence de pas seulement réfléchir le risque financier, mais aussi tout ce que ça peut apporter dans la société, mais qui doivent quand même enquêter pour vérifier tout ce qui se passe et pour être sûr que le projet qu'on fait a quand même des chances de réussir. On prête l'argent de nos épargnants, il faut que le projet ait une chance de réussir. Et donc les indicateurs extra-financiers, donc là on parle de sociaux, environnementaux, etc., ils peuvent compenser pour vous un risque financier. C'est-à-dire que vous êtes capable de vous dire ah bah oui, là le risque c'était 2, en fait avec cette boîte c'est plutôt 4, mais du coup l'impact potentiel derrière est supérieur, donc on y va quand même. Ah oui, tout à fait, clairement. En fait, avant que la mesure d'impact ne soit maintenant un peu l'alpha et l'oméga un peu partout dans notre société, nous, on n'a jamais mesuré notre impact, mais la philosophie que tu viens de décrire, c'était exactement celle-ci. C'était on le fait, c'est risqué, mais on le fait parce qu'en fait, on va sauver une terre de la spéculation, parce qu'on va permettre à des gens de mieux consommer sur un territoire, donc on le fait. Et on mesurait pas forcément le fait que ça mettait 10% de plus dans le bio, ou que ça faisait 20 km évités en voiture, ou des choses comme ça. Maintenant, on est un peu plus obligé de le faire, et je le comprends. Mais ce que je veux dire, c'est que la philosophie, elle existait bien avant qu'il y ait cette mesure d'impact. Bon, alors, question technique, je ne sais pas si les auditeurs ont envie de suivre, mais en tant que banque, du coup, il y a l'obligation d'avoir une sorte de ratio de solvabilité. Est-ce que, du coup, là-dessus, donc ça, c'est en gros une sorte de trésorerie que vous êtes obligé de garder pour pouvoir, en fait, donner du cash à ceux qui ont envie de retirer l'argent ou quand il y a des défauts, etc. Est-ce que vous vous obligez, du coup, à avoir un ratio de solvabilité supérieur aux banques classiques parce que vous prenez plus de risques? Comment est-ce que vous gérez ça? Alors non, il y a deux ratios. Si on va dans le technique, il y a la solvabilité, c'est le capital qu'il faut détenir, et la liquidité, c'est effectivement l'argent qu'il faut avoir en caisse si jamais les gens veulent partir. Et sur la liquidité, pour commencer par ça, on a beaucoup de chance, c'est qu'en fait aujourd'hui nos sociétaires et nos clients sont très affinitaires, et donc il y a très peu de mouvements, notamment de décollecte ou de choses comme ça. On a beaucoup de chance par rapport à ça. Et donc, on est obligé quand même de conserver cela parce que les régulateurs nous disent il y a toujours un risque, donc il faut faire attention. Et ils ont raison, donc on conserve ça. Mais on n'a vraiment pas de sujet à cet endroit-là. Okay.
Le ratio de solvabilité, c'est autre chose, c'est qu'effectivement, ça veut dire qu'il faut qu'on lève du capital de façon un peu permanente, des fonds propres, pour pouvoir financer notre activité. Ouais. Le principe d'un ratio, c'est il faut avoir 10 de capital pour prêter 100. Et donc, on explique à nos sociétaires, à nos clients que prêter 100, on peut le faire. On a des entreprises qui sont prêtes à nous emprunter 100. On a l'épargne, on a les 100 d'épargne pour les prêter. Mais par contre, il nous faut aussi un niveau de capital nécessaire pour prêter. Et dans une coopérative, le capital étant très peu rémunéré ou pas rémunéré, ouais, sous forme d'une personne, une voix, il n'y a pas donc de possibilité de prendre le pouvoir dans la coopérative. Eh bien, ça fait que c'est beaucoup plus difficile de lever du capital quand on dit il n'y a pas de rémunération et vous n'aurez pas de pouvoir. Par exemple, si vous êtes un gros institutionnel qui est prêt à mettre 5 millions dans la nef, eh ben, il aura une voix à la fin de l'année, comme moi qui ai 6 parts de la coopérative. Voilà. Donc, lever du capital, c'est un enjeu très fort pour nous parce que c'est pas facile. Bah, c'est le même sujet que celui de Team for the Planet, hein, que donc Arthur était passé dans le podcast il y a 4 ans, je pense, maintenant, 3-4 ans. Et eux, du coup, ils ont créé le dividende climat pour qu'il y ait une sorte de retour sur investissement, alors qu'il ne soit pas un retour financier, mais qu'il y ait quand même un retour sur investissement pour les personnes qui investissent. Est-ce que, du coup, vous imaginez ce genre de retour, puisque du coup quand vous financez avec du financier, avec de l'extra-financier entre guillemets, est-ce que en fait les épargnants ils pourraient avoir en retour, donc là à la nef je sais plus quel est le niveau de rémunération de l'épargne, mais effectivement c'est pas ce qu'il faut regarder en priorité. Est-ce que du coup il pourrait y avoir une sorte de retour sur investissement extra-financier qui soit marketé, quoi? Alors c'est intéressant, on a réfléchi pas mal sur avancer un peu plus sur la mesure d'impact que ce qu'on le faisait, mais on n'est pas allé jusqu'à présent aussi loin que ça. Par contre, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que nous, il y a maintenant 1 an et demi, on a dit à nos sociétaires qu'on allait enfin gagner de l'argent au point qu'on pouvait potentiellement distribuer du dividende sur les parts sociales. Et donc, c'était la première fois depuis 2015 qu'on pouvait le faire. Et donc, on les a réunis, enfin, on a réuni tous les volontaires qui le souhaitaient pour travailler sur ce qu'ils voulaient faire de cet argent potentiel. Et ce qui est assez génial, c'est que c'est donc les sociétaires, donc les propriétaires de notre coopérative, qu'on dit, mais en fait, ce qu'on veut d'abord, c'est que avant même qu'il y ait du résultat, parce que nous, on leur disait, qu'est-ce que vous voulez faire du résultat si on en a ? Ils ont dit, mais avant même qu'il y ait du résultat, nous, ce qu'on veut, c'est que la communication soit bien financée, que la vie coopérative puisse être bien accompagnée. On veut que les salariés soient bien rémunérés. Voilà, donc ça c'était finalement de nous dire à nous qui gérons un peu la gestion de l'entreprise, de nous dire en fait n'hésitez pas à mettre des sous là-dessus, même si le résultat du coup ça fait un résultat un peu moindre à la fin de l'année, c'est ça qui nous importe. Ensuite, quand il y a du résultat, le plus important pour nous c'est l'autonomie et l'indépendance de notre coopérative, donc renforçons les fonds propres, donc en gros on fait du résultat, on le met dans les réserves, comme les coopératives sont assujetties à le faire. Et si jamais, après avoir fait ce qu'on vous a dit en premier et ce qu'on vous a dit en deuxième, s'il reste un peu d'argent, pourquoi pas ? Et donc finalement, l'avantage qu'on a avec les sociétaires particuliers, c'est qu'on leur a vraiment demandé ce qu'ils voulaient faire et que le levier, donc c'est pour ça que je pense à ça quand tu parles de dividende climat, le levier pour eux, il est, si je vois que ma coopérative grandit de la bonne façon, a les moyens de ses ambitions, reste transparente, en fait, je demande rien, je demande pas de sous. En fait, c'est la gouvernance finalement, cette rétribution. Exactement. Et voilà, exactement, c'est la gouvernance, c'est la transparence, c'est ce qu'on peut faire au quotidien en tant que consommateur, c'est l'engagement qu'on peut prendre dans notre coopérative, et c'est ça qu'on nous demande plutôt qu'autre chose. Est-ce que vous interdisez certains leviers de rentabilité que d'autres banques utilisent ? Parce que là, du coup, on l'a dit, effectivement, vous pouvez commencer à vous faire... En fait, quel est votre modèle ? Comment est-ce que la nef gagne de l'argent ? Et du coup, est-ce qu'il y a des leviers que vous interdisez ? Alors, il y a beaucoup de leviers qu'on s'interdit. Quel est le modèle ? Le modèle, il est vraiment un peu sur le modèle originel de la banque, hein, c'est-à-dire qu'on a une différence entre le crédit qu'on facture et l'épargne qu'on rémunère. Et ça fait aujourd'hui plus de 90% de notre revenu. Ce que d'ailleurs les régulateurs nous demandent de changer parce qu'ils estiment qu'on prend trop de risques par rapport aux courbes de taux et choses comme ça. On parlait du dilemme tout à l'heure, c'est typiquement ce genre de choses. C'est que finalement, on demande à une banque de prêter moins, finalement, parce que c'est plus sécurisant. Là où nous, notre objectif de banque éthique, c'est de prêter au maximum ce qu'on peut faire. Donc forcément, d'être dépendant d'un taux qui est très haut, d'un taux qui est très bas. Donc nous, notre modèle économique, il est basé sur le fait qu'on facture un crédit et on le facture plus haut que l'épargne qu'on rémunère. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'on a aujourd'hui presque 100 000 clients qui acceptent d'avoir une rémunération un peu moindre que ce qu'il y a sur le marché.
Donc aujourd'hui, chez nous, c'est 0,5. DDS, etc. Voilà. Nous, c'est 0,5 le livret. Le livret A, il est à 1,7 par exemple. Donc, ça fait bien une différence de rendement. Mais ils acceptent ça. Et ça nous permet, nous, d'avoir cette marge bénéficiaire pour évidemment financer nos locaux, nos salariés et tout ça. Et aussi de payer le risque qu'on prend à financer de la création d'entreprises dans l'ESS, ce qu'on évoquait juste avant. Et il s'avère que pendant 10 ans, les taux étaient tellement bas qu'en fait, on avait beaucoup de mal à gagner de l'argent, même en augmentant nos volumes de crédit. Depuis 3 ans, on a la chance que les taux soient plus hauts, donc on gagne un peu plus d'argent en faisant nos crédits. Mais voilà, mais on a réussi, nous, quand les taux étaient très bas, à vraiment transformer notre modèle économique, où avant, on prêtait 20 à 30 millions, 40 millions d'euros par an, on s'est mis à en prêter 200. Et en se disant, les taux sont bas, mais par contre, on va multiplier le nombre de prêts qu'on fait, donc notre impact, mais aussi nos revenus au niveau économique. Et donc voilà, donc aujourd'hui notre modèle il est vraiment basé là-dessus. Il est évidemment insuffisant, c'est pour ça que dans le futur, et peut-être qu'on en parlera après, on a vraiment besoin d'être aussi une banque de détail, c'est-à-dire de proposer des comptes courants pour les professionnels, pour les particuliers. D'une part parce qu'on nous le demande, ça c'est quand même le premier étage de la fusée, mais aussi parce que ça permet d'avoir des revenus qui sont moins directement liés au taux d'intérêt qui monte, qui baisse en fonction de ce que le président des États-Unis ou ce que la directrice de la Banque Centrale Européenne dira ou fera dans les médias et qui fera monter d'un coup ou baisser fortement les taux. Voilà, quand vous vendez des comptes courants, que vous facturez 5 euros, 10 euros par mois, c'est un revenu récurrent et donc ça nous sécuriserait plus. Et évidemment, ce qu'on s'interdit de faire, c'est pour nous tout ce qui est finalement lié à... Les banques aujourd'hui, je pense qu'elles ont compris une chose, c'est qu'en fait, elles s'occupent pas de gérer de l'argent, elles s'occupent de gérer de l'information. Une fois qu'on a compris que les banques, elles gèrent de l'information, elles peuvent faire tout et n'importe quoi. Et donc aujourd'hui, on a des téléphones portables qui sont vendus dans les banques, comme des alarmes, des colliers pour chiens. Enfin, on peut tout vendre en fait. Si on considère que ce qui compte, c'est d'avoir un client, d'avoir de l'information du client et ensuite de lui pousser des offres. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on s'est toujours interdit de faire et qu'on continuera de s'interdire de faire parce que ça n'a plus aucun lien, aucun sens avec ce pourquoi on s'est créé. Mais au-delà de ça, en fait, là, donc ce que tu m'as décrit, ce que vous faites, c'est l'activité un peu originelle de la banque, c'est-à-dire que vous êtes un courtier entre des gens qui ont besoin d'argent et des gens qui ont envie de placer leur argent. C'est ça. Et vous mettez juste au milieu et puis vous prêtez l'argent des gens qui mettent leur épargne, qui sont ou alors des sociétaires ou alors juste des épargnants, à des entreprises qui ont besoin pour développer leur activité. Donc ça, c'est vraiment le rôle basique de la banque tel qu'on se l'imagine quand on l'explique à un enfant de 5 ans, quoi, en gros. Aujourd'hui, l'activité principale d'une banque, finalement, c'est pas les prêts et les crédits, c'est plutôt investissement sur les marchés. Donc toi, tu parlais de vente de produits dérivés, entre guillemets, mais l'activité principale, c'est plutôt une activité sur les marchés qui permet aussi de faire des liens entre plusieurs nations, pays, des balances commerciales, d'aider des marques à aller à l'international, à se vendre. Ça, c'est des choses que vous refusez aussi aujourd'hui ? Alors, notre agrément, déjà, il est sur le territoire français. Donc aujourd'hui, même quand on finance à l'international, on va faire, par exemple, on finance pas mal de commerce équitable. Donc on va travailler avec des structures basées en France, mais qui vont travailler avec le Pérou, avec Madagascar, avec des choses comme ça. Veja, par exemple, entreprise française qui travaille beaucoup au Brésil. Exactement, ou Eticable, qui travaille beaucoup avec l'Amérique du Sud. Enfin voilà. Donc ça, c'est l'international, on le fait par le prisme de coopératives ou d'associations ou d'entreprises qui sont sur le territoire français. Mais effectivement, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, il y a quand je parlais de circuit court parmi un des 4 piliers et de transparence parmi les 4 piliers de la banque éthique, de fait, ça nous interdit, de fait, naturellement, la spéculation sur les marchés financiers, puisque je pense que je trahis rien en disant qu'il y a beaucoup d'opacité sur les marchés financiers. On s'en est rendu compte avec la crise financière de 2008. Et donc, de toute façon, ça, ce sont des leviers que nous, on n'utilisera pas. Ce qui ne veut pas dire n'avoir aucun produit de marché, parce qu'il y a des produits de marché, par exemple, parfois, quand on a trop de trésor, on doit la placer sur une obligation d'État, ou parfois, on a des risques de taux d'intérêt, il faut parfois se couvrir sur un taux d'intérêt. Je ne dis pas qu'on ne va jamais sur les marchés financiers. Par contre, la logique est de ne pas spéculer sur les marchés financiers, ce qui sont 2 choses vraiment tout à fait différentes. Et effectivement, tu as raison, c'est ce par quoi tu commençais. Les banques de financement et d'investissement, comme on dit, sont aujourd'hui les éléments
les plus rentables des banques en Europe et dans le monde. Alors je crois qu'en France, on fait un peu plus maintenant la séparation entre les banques de détail et les banques d'investissement, ce qui est moins le cas dans d'autres pays. Mais ça n'empêche qu'au final, ça remonte vers les 6 grands groupes bancaires dont on parlait tout à l'heure, qui ont leur section banque d'investissement, et c'est là-dessus qu'il y a beaucoup d'activités. Et donc vous avez de la pression, par exemple, de l'ACPR, donc l'autorité qui contrôle les marchés financiers, l'AMF. Vous avez des pressions pour vous placer sur ces marchés-là qui sont plus rentables et donc qui vous permettent d'avoir des meilleures solvabilités? Alors non, il n'y a pas de pression. Alors ce qui est sûr, c'est qu'il faut quand même à chaque fois, et on a la chance d'avoir aujourd'hui des interlocuteurs qui me semblent très compréhensifs, je préfère le dire ici parce que c'est vraiment chouette, mais par contre il faut quand même réexpliquer notre modèle un peu à chaque fois. Ouais. C'est très atypique et on peut les comprendre, ils gèrent X établissements qui n'ont jamais eu ce modèle-là, donc nous on leur explique que le modèle est un peu différent. Donc on n'a pas de pression en tant que telle. Par contre, on a de plus en plus de déclaratifs réglementaires, de ratios à respecter. Et en fait, ces ratios induisent quasi automatiquement justement d'aller sur ce genre de choses. Ouais. Ce qui ne veut pas dire faire de la banque d'investissement. Ils ne vous diront jamais va investir là-dedans. Ouais. Par contre, ils diront pour que tu respectes tel ratio et tel ratio, en fait, il ne faut pas avoir trop de risque de taux, donc il ne faut pas faire trop de crédit. Il faut être très, très rentable. Faut avoir un ratio de solvabilité, on en parlait tout à l'heure, à ce niveau-là, donc beaucoup de fonds propres. Il faut. Et finalement, on se rend compte que si, et on est obligé, on est une banque comme les autres, donc on doit respecter tout ça. Si on veut respecter tout ça, ça nous contraint quand même beaucoup sur notre activité. Ouais. Et là, on est vraiment en plein dedans actuellement pour justement nous réfléchir à quel endroit, grâce à notre activité, on peut se prémunir de ces risques-là, et à quel endroit il faut peut-être qu'on aille nous-mêmes souscrire tel type d'emprunt ou des choses comme ça qu'on n'avait pas envie de faire, mais qu'il faudrait faire pour pouvoir se conformer un peu aux choses. Ça, c'est une lutte. Là, tu me demandais quel était mon rôle. Ça, c'est vraiment mon rôle d'être un peu entre les deux et de ne pas lâcher sur ce qui est vraiment essentiel pour nous. Ouais. Et ça, alors vous êtes indépendant du crédit coopératif auquel vous étiez adossé depuis votre création, puisque c'était une obligation du coup de la régulation. Vous êtes enfin indépendant depuis 1 an. Est-ce que du coup, ça, j'imagine que c'est des questions qui se posaient même pas, parce que du coup, le crédit coopératif gérait pour vous ces indicateurs-là auprès des marchés, auprès de l'AMF, du contrôleur? Oui, en tout cas, les choses se posaient beaucoup moins. Effectivement, tu as tout à fait raison. Il y avait un intermédiaire. C'est des trucs que tu as récupérés depuis 1 an, où ça t'est un peu tombé dessus. Ah oui, ok, d'accord. On estime que nous, on s'était quand même bien préparé, mais malgré tout, même bien préparé, quand ça te tombe dessus, c'est un peu différent. Et surtout, ce qu'il faut dire aussi, c'est, je pense qu'on n'est pas la seule profession, mais dans la profession bancaire, la réglementation augmente et évolue vite. Évolue dans le sens, il y a des nouvelles choses, et augmente dans le sens, les nouvelles choses effacent pas les anciennes. En général, c'est un millefeuille. Donc même si vous étiez, depuis 2022, on se préparait à être autonome, même avant ça, en 2024, on l'est, mais en 2025, on a de nouveau plein de choses qu'on n'avait pas anticipées il y a 3 ans, qu'il nous faut maintenant prendre en considération. Donc effectivement, ça, c'est une lutte un peu permanente, et c'est un peu nouveau, effectivement. Ok. J'aimerais qu'on se pose la question, qui sont vos emprunteurs aujourd'hui? Tu vois, est-ce que c'est plus facile pour un emprunteur de venir chez vous s'il porte un projet social, solidaire, écologique? Est-ce qu'il a plus de chances de gagner en gros son emprunt chez vous plutôt que chez quelqu'un d'autre? Et qui sont les personnes qui empruntent à l'ANEF? Alors, je pense que quelqu'un de riche peut aller dans n'importe quelle banque, porter n'importe quel projet, et il aura son crédit. Et peut-être plus vite et peut-être moins cher qu'à l'ANEF. Par contre, si quelqu'un, donc des riches, il n'y en a pas non plus, tous les entrepreneurs, tous les porteurs de projets ne sont pas riches. C'est ce que je voulais dire par là, c'est que la banque a quand même cette notion vraiment de réfléchir sur le côté garantie. Et si quelqu'un est hyper solvable, qu'il fasse un magasin bio ou un magasin de pneus, on va le financer parce qu'on sait que derrière, il y a pas de risque financier. C'est évidemment pas le cas de l'ANEF dans la réflexion. Nous, on pense que quelqu'un qui vient nous voir et qui porte un projet sur le côté insertion par l'activité, ou sur le côté handicap, sur le côté commerce équitable, énergie renouvelable, filière bio, développement local, il a tout intérêt à venir chez nous, parce qu'en fait, en cumulé, on a presque 40 ans d'expérience sur ces domaines-là. Autant le régulateur bancaire trouve qu'on est un peu trop concentré, il aimerait qu'il y ait plus de diversification, autant notre ADN à nous, c'est justement d'aller vers ce type de projet-là, et donc ça fait
Quand je parlais de 1000 magasins bio, je pense que je suis pas loin de la réalité et c'est peut-être même d'ailleurs plus que ça. Enfin, je veux dire, il y a un moment où on a en tête, on a une culture commune de ce type de financement et de comment bien accompagner un porteur de projet. Donc, d'une part, il a plus de chances d'obtenir son crédit parce que on le comprendra peut-être mieux et il a plus de chances que son projet marche. Parce que si jamais on dit non ou oui mais il faut qu'on ait un peu plus de sous, un peu moins de machin, un prêt plus long, des choses comme ça, on le dit par rapport à tout ce qu'on a financé par le passé. Donc on n'est pas un organisme d'accompagnement, mais par contre notre jugement, alors je dis ça en toute modestie, mais notre jugement est étayé de 30 ou 40 ans d'expérience sur ces secteurs-là. Donc quelqu'un qui a bien étudié le secteur et qui veut faire son projet, s'il a bien monter son projet, on va le voir vite et on va avoir évidemment envie de le soutenir et de le financer. Voilà, et donc ça, je pense que c'est assez intéressant pour les porteurs de projets. À quel moment tu dis on n'est pas une structure d'accompagnement? J'ai quand même l'impression que tu parles beaucoup de peut-être mettre en relation des emprunteurs les uns avec les autres, de les accompagner sur OK, tes chiffres ils sont pas bons, essaye de revenir nous voir avec ça. Où est-ce que s'arrête le rôle de la banque? C'est une très bonne question. En fait, là où je dis qu'on n'est pas organisme d'accompagnement, c'est que tu vois, on est partenaire, par exemple, de réseaux d'accompagnement en France, qui sont là vraiment pour accompagner au montage d'un projet, c'est-à-dire faire le plan d'affaires, vérifier les trucs RH, ces choses-là. Ce que nous, on doit juger. On doit pas être jugé parti. Donc ça, on doit juger de si c'est un bon modèle ou pas un bon modèle. Mais par contre, une fois qu'on a un dossier qui a été fait par un organisme d'accompagnement, par exemple, ou quand on parlait de Biocop ou Terre de Liens ou machin qui peuvent être faits par eux, parce qu'ils ont des structures eux-mêmes où ils aident leurs porteurs de projet à leur franchisés. Une fois que ça nous arrive, là, nous, on peut le questionner et potentiellement faire en gros une V2 du dossier en disant là-dessus, nous, on a quand même un sujet, des choses comme ça. Mais par contre, accompagner un porteur de projet vraiment depuis le début et potentiellement l'accompagner au deuil de son projet en disant mais en fait là, vous n'êtes pas mûr, là, vous n'avez pas machin, ou il faut aller chercher du capital d'abord auprès de vos proches ou des choses comme ça, c'est quelque chose que nous, on fait pas. Ça prend beaucoup de temps. C'est d'ailleurs des choses qui sont subventionnées par le public, et c'est très important que ça existe. Mais ça, c'est pas notre rôle. Ouais. Est-ce que tu vois émerger un nouveau profil d'emprunteur? Il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé depuis. Alors, on parle de l'âge d'or de l'ESS qui était 2018-2022 en gros. Est-ce que du coup, il y a une transformation des porteurs de projets depuis quelques années? Est-ce que vous financez des projets qui sont un peu différents d'il y a 10 ans? Comment ça se passe? Alors, je sais pas si c'est le profil des personnes qui change. Ça, c'est une bonne question. J'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a un peu moins le côté silo. C'est-à-dire qu'avant, on finançait tel type de projet avec un porteur de projet qui avait les parents qui étaient nés dans la bio, il faisait son magasin bio, des choses comme ça, un truc un peu silo. Et là où j'ai l'impression qu'aujourd'hui, et c'est un peu la société aussi qui me semble être comme ça, on a quelque chose de beaucoup plus holistique dans les réflexions des porteurs de projet qui se disent, en fait, faut pas juste que je fasse du recyclage. Faut aussi que j'ai une vision beaucoup plus 360 de tout mon produit, de tout mon projet, et donc aussi de mes fournisseurs. Enfin voilà, cette attention un peu plus forte et pas juste de se dire en fait ce qui compte c'est de faire un magasin bio après que si j'ai que de l'emballage plastoc et des racks en métal, on s'en fout. Voilà, ça j'ai l'impression que, je dis pas que c'était monnaie courante avant, mais en tout cas ça existait, là où aujourd'hui l'attention elle est pas portée sur juste un secteur ou une activité, mais c'est l'activité et ce qui l'entoure. Et ça nous va évidemment bien parce que c'est beaucoup plus, enfin ça nous semble plus cohérent. Ça, je pense que c'est vraiment une spécificité. Et après, il y a un peu ce que j'évoquais aussi tout à l'heure, c'est qu'il y a d'autres types d'entrepreneurs où c'est peut-être moins facile de les mettre dans des cases, mais qui, eux, ont vraiment des activités qui étaient neutres ou nocives pour l'environnement et qui ont envie de faire ce pas de côté. Et là, on arrive dans les millions d'entreprises françaises, je ne sais plus combien c'est de millions, mais c'est millions d'entreprises françaises hyper hétérogènes, en fait. Ouais. Et il y en a un qui se dit, en fait, moi, j'ai toujours voulu faire différemment, mais j'étais avec tel fournisseur qui m'empêchait d'eux, et maintenant je peux. Donc d'abord, j'ouvre mon compte à la nef, et si je peux, je vais faire un crédit pour au moins cette branche d'activité, en faire quelque chose d'un peu plus valorisation des déchets, de choses comme ça. Enfin voilà, on voit des choses comme ça, mais ça, c'est très hétérogène, et on peut pas faire encore de catégorie. Mais il y a cette catégorie de gens qui ont envie de faire un pas de côté. Ça, c'est très clair. C'est intéressant, en fait. Je me rendais pas compte, mais vous avez la capacité d'être une sorte d'observatoire
de l'état de je sais pas de l'économie sociale et solidaire aujourd'hui, parce que vous en financez une grosse partie sur le territoire. Ouais. Ah oui, je pense que entre nous et les autres, j'allais dire copains, c'est peut-être un peu trivial, mais collègues des licornes, là, on est 16 licornes vraiment à avoir cette activité un peu à vocation nationale. Et nous, avec le côté banque, donc c'est vraiment l'argent qui diffuse de partout, donc l'énergie qui est transmise à certains endroits. C'est vrai qu'on a une vision assez large, assez concrète de ce qui se passe. Et donc aussi qu'on voit les difficultés qu'il y a actuellement dans le SS, ça, on les sous-pèse aussi bien. Ouais. Est-ce que, si on replonge un peu sur le côté macro, est-ce que tu penses qu'il y a une transformation du secteur bancaire aujourd'hui ? Est-ce que c'est très cosmétique ? On a quand même beaucoup parlé ces dernières années de arrêter de financer les énergies fossiles pour les grandes banques françaises, etc. Il y en a beaucoup qui ont dit on va le faire. Il y a même des banques qui ont décidé de commencer à limiter les financements à tous les projets de Total qui sont pas sur des projets d'énergie renouvelable, par exemple. Donc il y a eu des grosses annonces quand même. Est-ce que du coup, à la Nef, on croit que ce modèle que vous tirez, il peut être suivi par des beaucoup plus grosses banques, ce qui ferait que ça irait beaucoup plus vite ? Peut-être si je commence par la fin, oui, on croit au fait qu'on peut faire exemple, parce que de toute façon, on est beaucoup trop petit pour changer le monde, transformer la société tout seul. Donc la seule possibilité que ça fonctionne, c'est bien que soit il y ait plein de nefs qui existent, soit que les grandes banques se mettent elles-mêmes, c'est plutôt et que les grandes banques elles-mêmes se mettent à faire les choses différemment. Donc ça, c'est la vision idéale. Mais par contre, désolé pour le côté un peu pessimiste, j'y crois pas trop à très court terme. Je pense que les annonces, c'est parce qu'il fallait le faire, et que là, quand on voit que maintenant les critères ESG se transforment en sécurité, armement et des choses comme ça, les banques, là, pour le coup, elles sont pas philanthropes, elles vont s'engouffrer là-dedans pour justifier qu'en fait, il faut qu'on continue à financer le pétrole ou l'armement, des choses comme ça, parce que la souveraineté nationale en a besoin. Parce que la souveraineté nationale, des choses comme ça. Donc j'ai un peu de mal à y croire. Par contre, ce que je me dis, et c'est ce que j'évoquais aussi l'autre fois auprès des collègues, c'est de dire la puissance publique, je la vois pas faire de beaucoup de choses. Il y a eu cette loi ESS 2014, il y a eu des lois CSRD, des choses comme ça pour essayer de contraindre des entreprises, dont les banques, à faire les choses, à mieux dire ce qu'elles font et à s'engager un peu plus sur le volet écologique et social. Mais on voit que ça se détricote au fur dès qu'il y a quelque chose dès qu'il y a un petit grain de sable dans la machine, ça se détricote. Et la puissance publique, et notamment en France, je pense qu'elle est très fière de son fleuron français qui est les 6 grands groupes bancaires. Et tant qu'ils fonctionnent et qu'ils sont rentables et qu'ils font de l'emploi et tout ça, à mon avis, ça bougera pas. Les grandes banques, elles sont tellement portées par le court-termisme et la rentabilité demandée par les actionnaires. C'est un peu cliché ce que je vais dire, mais c'est clairement comme ça que ça se passe, que je les vois pas changer d'elles-mêmes. Et donc le troisième volet, c'est là où il y a un peu d'espoir, c'est les 6 000 milliards d'épargne qui sont détenus en France. Ils sont détenus par toi et moi et par tous les autres citoyens. Les assurances vie, des livrets A, les assurances vie, les livrets A, ce qu'il y a sur les comptes courants, enfin voilà, toute cette épargne-là. En fait, c'est comme quand on va voir notre je sais pas, notre restaurant favori tous les jours en disant je veux plus de viande, machin. Il y a un moment, il va faire un plat végé. Je pense que c'est exactement la même chose au niveau de la banque. Il y a un moment où il faut vraiment qu'on leur dise, en fait, ça je veux plus, ça je veux pas que ce soit opaque, ça je veux pas que ce soit machin. Voilà. Après, donc ça, pour moi, c'est un pouvoir énorme, et je pense que c'est les consommateurs financiers que sont tous les ceux qui détiennent quelques euros ou quelques milliers d'euros d'épargne. S'ils bougent un peu, ils peuvent vraiment faire bouger les choses. En tout cas, plus que le public, enfin la puissance publique, et que les banques en elles-mêmes. Voilà. Après, c'est là qu'on s'infile vers une nouvelle chose, et peut-être ça anticipe une autre question, mais c'est que les banques répondent aujourd'hui un peu à ces épargnants avec des choses qui sont dites vertes, mais qui ne le sont pas vraiment. Et ça, c'est un autre problème. Le greenwashing. Voilà. Ouais, donc ça, c'est quelque chose qui existe encore quand même beaucoup. Oui. Ah oui. Pour conclure cet épisode, si tu te retrouvais justement devant tes homologues présidents des autres banques peut-être plus traditionnelles aujourd'hui, si tu avais un petit discours de 30 secondes ou d'1 minute à leur faire, qu'est-ce que tu leur raconterais ?
Petite colle de fin d'épisode. Oui, petite colle de fin d'épisode. Qu'est-ce que je leur dirais ? Je leur dirais qu'en fait, l'argent, les banques, elles ont été créées pour permettre de faire circuler l'argent. Et que l'argent, c'est comme le sang dans le corps, c'est comme l'énergie, c'est vraiment quelque chose qui est vital et qui peut être et qui doit être utilisé de la meilleure manière possible. Et de la meilleure manière possible, et là, ce sont vraiment les banques, ce sont les banquiers, les dirigeants qui ont la possibilité de décider où est-ce qu'ils ont envie de mettre cet argent. Et cet argent, ce n'est pas le nôtre. Si je m'adressais aux autres dirigeants, je dirais ce n'est pas le nôtre, c'est celui de tous nos concitoyens. Et nos concitoyens, ils ont droit à la transparence, ils ont droit à une société, à un futur de la société plus solidaire, plus écologique, avec plus de culture accessible, plus d'éducation, enfin voilà. Et ça, la banque a vraiment ce rôle-là. Et ce que je leur dirais peut-être enfin, si j'avais que 30 secondes, c'est qu'en fait, il y a deux jambes d'un même corps qui sont le fait de respecter la réglementation, de se conformer à la réglementation, mais que l'autre jambe, c'est l'argent qui va vers des projets solidaires et sociaux avec transparence. Et en fait, à la Nef, on cumule les deux. Et donc, ça veut dire que c'est possible et qu'on nous dise pas que c'est impossible ou que c'est possible que parce qu'on est petit. Parce que je pense que plus on est gros, plus on a de moyens. Au contraire, plutôt que de dire plus on est gros, plus on est contraint, je pense que plus on est gros, plus on a de moyens. Une fois, j'avais entendu quelqu'un qui disait nous, on publie la liste de tous nos prêts. Il disait nous, on peut pas, on est trop gros. Je vois pas. Nous, ça nous coûte de publier à chaque fois et on demande à tous nos emprunteurs de le faire. Et donc, il suffit que vous demandiez à vos emprunteurs de le faire. Vous êtes hyper puissants. Vous avez tout à fait les moyens. Vous pouvez faire une carto sur votre site internet. Donc, c'est pas parce qu'on est plus gros qu'on peut pas. Voilà. Ouais, mais après, c'est peut-être parce que justement, certains emprunteurs veulent pas divulguer. Alors, je sais pas si vous divulguez les montants que vous prêtez. Si. Montant du prêt, adresse de l'entreprise, pourquoi on l'a fait. Vraiment, l'idée, c'est l'argent. L'argent, c'est pas le nôtre, c'est des épargnants qui ont décidé de nous le confier. Donc, j'imagine que quand on va dans un des grands groupes bancaires français, on confie son argent pour qu'il soit sécurisé, pour avoir des moyens de paiement, pour emprunter et pour avoir de la visibilité. Et là, la banque fera vraiment son boulot d'outil de lien entre les hommes avec un grand H. J'arrive pas à savoir si c'est quelque chose de positif que tout le monde sache exactement combien. Alors évidemment, on parle de prêt professionnel à chaque fois, hein, mais j'arrive pas à savoir si c'est peut-être je dirais peut-être pas une atteinte à la liberté, mais en fait, le secret bancaire, c'est quelque chose qui existe aussi pour protéger les gens qui empruntent et qui placent. Est-ce que du coup, c'est une atteinte à ce secret bancaire ou pas, quoi ? Écoute, nous, depuis 1988 qu'on existe, on écrit, on propose en bas de la 4e ou 6e page de notre contrat de prêt le fait d'accepter le fait qu'on divulgue certaines informations. Donc évidemment, tu as tout à fait raison, on ne divulgue, par exemple, on ne parle pas du taux d'intérêt, on ne dit pas combien la personne a apporté d'argent, si il y avait d'autres banques qui ont demandé telle garantie ou machin. Tout ça, c'est des choses qui sont vraiment... Il y a juste un montant et une boîte, quoi. Un montant, et c'est de dire, vous nous avez confié l'argent pour avoir en retour potentiellement des endroits où devenir un acteur de cette consommation-là. Et ben, regardez, le café coopératif et citoyen, il est financé ici, par nous, il est là, il est à cette adresse, allez les voir. Allez les voir, allez consommer là-bas. Et en fait, la plupart des entrepreneurs, même je crois que j'ai eu une fois, peut-être en 20 ans, quelqu'un qui disait, mais moi, je veux pas que ce soit dans la liste des prêts. Une fois en 20 ans, donc c'est sur, je sais pas, 10 000 ou un truc comme ça. La plupart, est-ce que c'est la personne qui avait lu la 4e page du contrat ou est-ce que... Je sais pas, mais en tout cas, il y a vraiment ce côté de se dire, mais c'est incroyable, je vais même avoir de la pub gratuite. Ouais. Je me lance sur un projet, je vais avoir de la pub gratuite de ma banque pour dire, allez-y dans ce projet, c'est génial. En fait, voilà, c'est dur de faire... En fait, il faut être sûr de la valeur du projet que tu apportes parce que c'est pour ça que tu as envie de le montrer. Et si tu n'es pas certain de la valeur du projet que tu apportes... Tout à fait. À chaque fois tu posais la question tout à l'heure de qu'est-ce qui fait qu'on finance un projet ou pas, ce qu'on dit aussi souvent à nos banquiers itinérants, c'est dire, imaginez qu'à la fin de l'année, il est dans la liste des prêts. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ce que vous êtes en train de financer ou pas? Si en tant que sociétaire, citoyen, ou vos parents, ou vos copains, machin, s'ils lisent ça, ils disent, mais pourquoi t'as fait ça? C'est quoi ce projet-là? Voilà. Ça peut être une façon aussi de répondre quand on est un peu dans un dilemme, on sait pas trop, voilà.
Super intéressant. Merci beaucoup Yvan pour ton passage dans The Big Shift. Ça fait 1 heure qu'on enregistre. Si vous êtes encore là, vous faites vraiment partie de nos auditeurs préférés. Donc c'est vraiment le moment de mettre des commentaires, mettre des étoiles, nous envoyer des petits messages. Pendant plusieurs semaines, là, vous allez avoir accès à un petit lien qui est dans la description des épisodes pour pouvoir ouvrir un compte d'épargne à la nef. N'hésitez vraiment pas à le faire et puis à me dire une fois que vous l'avez fait. Moi, ça m'aide beaucoup parce que la nef est un partenaire en cette fin d'année sur le podcast. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous retrouve très très bientôt pour un nouveau dans quelques jours. À plus. Salut Yvan. Au revoir, à bientôt. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.